Vous imaginez le plus beau château du monde. Des murs couverts d'or, des miroirs à perte de vue. Le symbole ultime du luxe et du raffinement français. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Versailles sentait l'urine. Partout, dans les couloirs, derrière les rideaux, dans les recoins des salons les plus prestigieux. Les courtisans se soulageaient où ils pouvaient, parce qu'il n'y avait presque pas de toilettes. Pas assez pour 3000 personnes qui vivaient là. Alors ils faisaient ça debout, discrètement, dans les escaliers, contre les murs. Et personne ne disait rien, c'était normal. Le palais du roi Soleil était magnifique, et il puait. Un paradoxe qui révèle une vérité incroyable sur cette époque de faste et de crasse, où l'apparence comptait plus que tout, même si la réalité derrière le décor était absolument répugnante. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et abonnez-vous maintenant, parce que je vous promets, chaque semaine je vous révèle des vérités oubliées sur l'histoire de France qui vont vous choquer autant que celle-ci. Alors, c'est parti. Versailles est le monument le plus visité de France. Chaque année, des millions de touristes traversent ces galeries dorées. Ils admirent les fresques, les lustres, les miroirs qui reflètent la lumière à l'infini. Ils imaginent les bals somptueux, les robes à paniers, les perruques poudrées. Ils rêvent d'une époque de raffinement absolu, mais personne ne leur dit la vérité. Personne ne leur explique que cette splendeur cachait une réalité absolument répugnante. Que derrière ces murs dorés, derrière ces tapisseries précieuses, se déroulait quelque chose d'inimaginable pour nous aujourd'hui. Quelque chose qui transformait le plus beau palais du monde en un lieu insupportable. Parce que Versailles puait, vraiment. Pas un peu, pas de temps en temps. Tout le temps, Louis XIV a construit ce palais pour éblouir l'Europe entière, pour montrer la puissance de la France, pour imposer sa vision d'un roi absolu qui contrôle tout. Il a dépensé des fortunes. Il a employé des milliers d'ouvriers. Il a créé des jardins à perte de vue, des fontaines qui dansaient, des salons où chaque détail était pensé pour impressionner. Mais il a oublié quelque chose, un détail que personne n'osait mentionner, un problème si gênant qu'on préférait l'ignorer plutôt que de le résoudre. Il n'y avait presque pas de toilettes. Vous avez bien entendu. Dans un château qui comptait plus de 2300 pièces, il n'existait que quelques dizaines de lieux d'aisance, peut-être une centaine dans le meilleur des cas. Et ces toilettes étaient réservées aux appartements royaux, aux princes, aux ducs les plus importants. Pour les autres, c'est-à-dire la majorité des 3000 personnes qui vivaient à Versailles en permanence, il fallait se débrouiller autrement. Et par se débrouiller, je veux dire improviser. Les courtisans qui assistaient au lever du roi, ceux qui passaient leur journée à attendre dans les antichambres, ceux qui participaient aux cérémonies interminables, tous ces gens devaient bien se soulager quelque part. Ils ne pouvaient pas traverser la moitié du château, ils ne pouvaient pas quitter leur poste. Ils ne pouvaient pas manquer le moment où le roi passerait devant eux. Alors ils faisaient ça sur place, derrière un rideau, dans un recoin d'escalier, contre un mur, dans les jardins, quand c'était possible. Mais souvent, ils n'avaient même pas le temps d'aller dehors. Les témoignages de l'époque sont formels. Le duc de Saint-Simon, qui a vécu à Versailles pendant des décennies, raconte dans ses mémoires que l'odeur était insupportable, surtout dans les escaliers, surtout dans les couloirs secondaires. Il décrit des courtisans qui se soulagent debout, rapidement, en espérant que personne ne les remarque. Madame Palatine, la belle-sœur du roi, va encore plus loin. Elle écrit dans ses lettres que les gens urinent partout, dans les passages, derrière les portes. Elle parle d'une puanteur qui vous prend à la gorge dès que vous quittez les grands salons d'apparat. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'urine. Les matières fécales aussi posaient problème. Certains courtisans utilisaient des chaises percées portables. Des domestiques les suivaient partout avec ces sièges d'aisance. Mais ensuite, il fallait vider ces chaises quelque part. Et ce quelque part, c'était souvent par la fenêtre, oui, par la fenêtre. Les employés du palais jetaient le contenu des pots de chambre directement dans les cours intérieures, dans les fossés, dans les recoins des jardins, parfois même sur les toits en terrasse. Il existait des règlements qui interdisaient cette pratique, mais personne ne les respectait, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Imaginez la scène. Vous êtes un noble fraîchement arrivé à la cour. Vous portez votre plus bel habit de soie.
Vous avez mis votre perruque la plus élégante. Vous traversez une cour pour rejoindre une cérémonie. Et soudain, quelque chose tombe d'une fenêtre au-dessus de vous. Vous comprenez immédiatement ce que c'est. Mais vous ne dites rien. Vous continuez à marcher. Parce que c'est normal. Normal. À Versailles, cette situation était considérée comme normale. Pas agréable, pas souhaitable, mais normale. Parce que personne n'avait prévu autrement. Parce que l'hygiène n'était pas une priorité. Parce que l'apparence comptait infiniment plus que le confort ou la propreté. Louis XIV voulait impressionner, pas créer un lieu vivable. Et le pire, c'est que cette situation a duré. Pas quelques mois, pas quelques années, des décennies. Tout le règne de Louis XIV, tout le règne de Louis XV, une partie du règne de Louis XVI. Plus d'un siècle où le plus beau palais d'Europe sentait les excréments humains. Mais pourquoi cette situation existait-elle vraiment ? Qu'est-ce qui explique qu'on ait construit un monument si grandiose sans penser à un problème aussi basique ? Et comment les gens faisaient-ils concrètement pour vivre dans ces conditions ? La réponse va vous surprendre, parce qu'elle révèle quelque chose de fondamental sur cette époque, sur la façon dont on pensait le corps, la propreté, l'intimité, des concepts qui n'avaient absolument pas le même sens qu'aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi Versailles était dans cet état, il faut d'abord comprendre comment on pensait l'hygiène au XVIIe siècle. Et la réponse va vous choquer. On ne se lavait presque pas comme nous, pas avec de l'eau. L'eau était considérée comme dangereuse. Les médecins de l'époque affirmaient que l'eau ouvrait les pores de la peau, qu'elle permettait aux maladies de pénétrer dans le corps, qu'elle affaiblissait l'organisme. Alors, les nobles ne prenaient pas de bain. Louis XIV lui-même s'est baigné peut-être 3 ou 4 fois dans toute sa vie, et chaque fois, c'était un événement médical. Les médecins étaient présents, ils surveillaient, ils prenaient des précautions. À la place de l'eau, on utilisait des tissus. On se frottait avec du linge blanc. On changeait de chemise plusieurs fois par jour. L'idée, c'était que le linge absorbait la saleté, que le tissu propre nettoyait le corps. C'est pour ça que les nobles possédaient des dizaines de chemises. Changer de linge, c'était se laver. Et pour les odeurs corporelles, on utilisait du parfum. Énormément de parfums, des eaux de senteur, des poudres parfumées, des sachets d'herbes aromatiques qu'on glissait dans les vêtements. Le parfum ne servait pas à sentir bon. Il servait à masquer l'odeur naturelle du corps. Mais revenons aux toilettes. Si les gens ne se lavaient pas, pourquoi auraient-ils besoin de toilettes sophistiquées ? Dans leur esprit, le besoin naturel était quelque chose de banal, de normal. Pas quelque chose qu'il fallait cacher à tout prix. L'intimité n'existait pas comme aujourd'hui. Les nobles vivaient entourés de domestiques. Ils s'habillaient devant des dizaines de personnes. Ils mangeaient en public. Ils dormaient parfois dans des chambres où d'autres personnes circulaient. Le roi lui-même se levait et se couchait devant toute la cour. Alors se soulager devant quelqu'un, ou dans un lieu semi-public, ce n'était pas vraiment un problème. C'était gênant, oui, mais pas choquant, pas immoral. Et puis, il y avait une raison pratique, une raison que personne ne voulait admettre ouvertement. Versailles n'avait pas été conçu pour qu'on y vive. Au départ, c'était un pavillon de chasse, un petit château où Louis XIV venait se détendre. Puis il a décidé d'en faire sa résidence principale. Il a agrandi, ajouté des ailes, créé des galeries, multiplié les salons. Mais il n'a jamais vraiment pensé aux infrastructures de base, parce que son objectif n'était pas le confort. Son objectif était le contrôle. En installant toute la noblesse de France à Versailles, Louis XIV les gardait sous surveillance. Les nobles devaient être présents, participer aux cérémonies, assister au lever du roi, au coucher du roi, au repas, aux promenades. Leur vie entière tournait autour du roi. Et s'ils voulaient obtenir une faveur, une pension, une charge, un titre, ils devaient être vus, être remarqués, se tenir au bon endroit au bon moment. Impossible de partir, impossible de s'absenter, même pour aller aux toilettes. Alors ils se débrouillaient. Certains utilisaient des bourdalous. C'étaient des sortes de pots de chambre oblongs adaptés aux femmes. Elles pouvaient les glisser sous leurs jupes pendant les longues cérémonies. Discrètement, sans que personne ne remarque vraiment. Les hommes, eux, utilisaient les recoins, les escaliers secondaires, les passages sombres.
Il y avait une sorte de code non écrit. Cependant, la BR, certains endroits étaient tacitement acceptés, comme des lieux où on pouvait se soulager. Les escaliers de service, les couloirs qui menaient aux cuisines, les coins des cours intérieures. Mais le plus étrange, c'est que personne ne nettoyait vraiment. Il existait bien des employés chargés de l'entretien, mais ils étaient largement insuffisants pour un palais de cette taille. Ils passaient un coup de balai dans les grandes galeries. Ils lavaient les sols des appartements royaux. Mais les escaliers secondaires, les couloirs de service, les recoins sombres, tout ça restait sale. Pendant des semaines, pendant des mois, les contemporains parlent d'une odeur omniprésente, d'une puanteur qui vous saisit dès que vous quittez les zones d'apparat. Madame de Maintenon, la seconde épouse de Louis XIV, se plaint régulièrement dans sa correspondance. Elle dit que l'odeur lui donne mal à la tête, qu'elle ne peut pas supporter certaines parties du château. Et ce n'était pas seulement l'urine et les excréments. Il y avait aussi les ordures. Les restes de nourriture jetés n'importe où. Les carcasses d'animaux abandonnés dans les cours. Les eaux sales déversées par les fenêtres. Tout se mélangeait. Tout stagnait. En été, c'était pire. La chaleur amplifiait les odeurs. Les mouches envahissaient le palais. Les miasmes devenaient insupportables. Certains courtisans tombaient malades. D'autres s'évanouissaient pendant les cérémonies. Mais personne ne changeait rien, parce que l'étiquette était plus importante que le confort. L'étiquette. Voilà encore ce mot. À Versailles, tout était réglé par l'étiquette, des règles strictes qui définissaient qui pouvait faire, quoi, où et quand. Qui avait le droit de s'asseoir en présence du roi, qui pouvait lui parler, qui pouvait traverser telle galerie. Des règles absurdes, complexes, rigides. Mais aucune règle pour l'hygiène. Aucune règle pour la propreté, parce que ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était l'apparence, le spectacle, la mise en scène du pouvoir. Alors les nobles portaient des habits somptueux qui cachaient des corps sales. Ils se parfumaient à outrance pour masquer les odeurs. Ils vivaient dans des salons dorés qui sentaient la merde, et ils trouvaient ça normal. Voilà le paradoxe de Versailles. Le symbole ultime du raffinement français était en réalité un lieu profondément insalubre. Un lieu où le luxe côtoyait la crasse, où la beauté masquait la puanteur. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Parce que cette situation ne concernait pas seulement les courtisans. Elle concernait aussi le roi lui-même. Louis XIV était l'homme le plus puissant d'Europe. Il se faisait appeler le roi Soleil. Il prétendait régner par la grâce de Dieu. Il vivait dans un palais qui coûtait des fortunes. Mais lui aussi devait faire face à ce problème. Parce que même le roi n'avait pas vraiment de toilette. Oh, il avait une chaise percée. Une belle chaise percée, évidemment. Recouverte de velours rouge, avec des accoudoirs sculptés, placés dans un petit cabinet adjacent à sa chambre. Mais c'était tout. Pas de système d'évacuation sophistiqué. Pas de plomberie moderne. Juste une chaise avec un pot en dessous. Et ce pot, il fallait le vider. Plusieurs fois par jour. C'était le travail d'un domestique spécifique. Un homme qui avait cette charge. Qui portait le pot à travers les couloirs. Qui allait le déverser dehors. Un travail répugnant, mais un travail de cour. Un privilège même. Parce qu'il vous donnait accès aux appartements royaux. À Versailles, tout était hiérarchisé. Même la merde avait son rang. Il existait des charges officielles liées aux besoins naturels du roi. Le porte-chaise d'affaires du roi. C'était un titre. Un vrai titre de cour. L'homme qui portait la chaise percée du roi lors de ses déplacements. Qui la préparait. Qui la nettoyait. Il était payé pour ça. Il en tirait un certain prestige. Parce qu'être proche du roi, même dans ses moments les plus intimes, c'était un honneur. C'était mieux que d'être un noble important qui vivait loin de la cour. Mieux que d'avoir un titre prestigieux, mais aucun accès au pouvoir réel. Le pouvoir, à Versailles, se mesurait à la proximité, pas à la dignité de la fonction. Mais revenons au roi lui-même. Louis XIV a régné 72 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie à Versailles. Et pendant toutes ces années, il a vécu dans les mêmes conditions que ses courtisans. Pas exactement les mêmes, évidemment. Il avait plus de confort, plus d'espace,
plus de domestiques. Mais fondamentalement, il subissait les mêmes contraintes. Il ne se lavait presque jamais. Il se parfumait énormément. Il portait des perruques pour cacher ses cheveux sales. Il changeait de chemise plusieurs fois par jour. Et il sentait mauvais, comme tout le monde. Les ambassadeurs étrangers qui le rencontraient le notaient dans leurs rapports. Il parlait d'une odeur forte, d'un parfum lourd, qui tentait de masquer autre chose. Il décrivait un homme qui suait abondamment sous ses habits épais, qui portait des couches de vêtements même en été, parce que l'étiquette l'exigeait. Le roi devait toujours être habillé de façon somptueuse, peu importe la température, peu importe l'inconfort. L'apparence primait surtout, et cette apparence incluait de cacher les réalités du corps, les odeurs, les besoins, les faiblesses. Mais il y a eu un moment où Louis XIV n'a plus pu cacher, un moment où son corps l'a trahi, un moment qui révèle jusqu'où allait l'absurdité de cette vie. Vers la fin de sa vie, le roi a développé une fistule anale, une infection douloureuse, une plaie qui ne guérissait pas, qui le faisait souffrir constamment, qui rendait chaque moment assis insupportable. Les médecins ont essayé tous les traitements de l'époque, des onguents, des cataplasmes, des saignées. Rien ne fonctionnait. Alors ils ont décidé d'opérer, en 1686, une opération extrêmement dangereuse pour l'époque. Ils ont taillé dans les chairs, sans anesthésie. Le roi a hurlé, il a serré les dents, il a transpiré, mais il a survécu. L'opération a été un succès, une prouesse médicale. Mais voici le détail qui montre à quel point tout était théâtral à Versailles. Pendant sa convalescence, le roi continuait à recevoir la cour. Il donnait audience allongé sur un lit. Les courtisans défilaient. Ils le saluaient. Il parlait affaires. Il veillait. Il faisait comme si de rien n'était. Comme si le roi n'était pas là, souffrant, à peine remis d'une opération atroce. Parce que montrer sa faiblesse, c'était impossible. Même malade, même en douleur. Le roi devait continuer à régner. Des rigueurs à paraître, à incarner le pouvoir absolu. Et pendant ce temps, les courtisans continuaient à uriner derrière les rideaux. Cette fistule nous apprend quelque chose d'important. Elle montre que même avec tout l'or du royaume, même avec les meilleurs médecins, même avec un palais gigantesque, Louis XIV ne pouvait pas échapper aux réalités du corps humain. Il était un homme qui transpirait, qui sentait mauvais, qui avait besoin d'aller aux toilettes, qui tombait malade, un homme dans un corps qui vieillissait, qui pourrissait lentement. Mais il ne pouvait pas l'admettre, parce que son pouvoir reposait sur une illusion. L'illusion qu'il était différent, supérieur, presque divin. Alors, il cachait, il masquait, il parfumait, il mettait en scène. Et toute la cour faisait pareil. Des milliers de personnes qui jouaient un rôle, qui prétendaient que tout allait bien, que Versailles était un paradis, que vivre là était un privilège, alors qu'en réalité c'était un enfer doré, un enfer où l'on marchait dans l'urine en portant des talons de soie, où l'on respirait des miasmes en agitant des éventails précieux, où l'on souriait en retenant sa respiration. Mais comment les gens faisaient-ils concrètement pour supporter ça au quotidien ? Quelles étaient les astuces, les stratégies, les petits arrangements secrets? Et surtout, est-ce que quelqu'un a essayé de changer les choses? Est-ce que quelqu'un s'est révolté contre cette situation? Les courtisans ont développé des stratégies, des techniques, des habitudes qui leur permettaient de survivre dans cet environnement. D'abord, il y avait les parfums, mais pas n'importe lesquels. Des parfums extrêmement forts, à base de musc, d'ambre gris, de civette. Des odeurs animales lourdes, entêtantes, si puissantes qu'elles masquaient tout le reste. Les nobles en mettaient partout, sur leurs vêtements, sur leurs perruques, sur leurs mouchoirs. Ils portaient des pommandeurs, ces petites boules percées remplies d'épices et de substances aromatiques. Ils les tenaient contre leur nez dans les moments difficiles. Madame de Sévigné, une des grandes figures de la cour, raconte dans ses lettres qu'elle ne peut pas supporter certaines zones du château sans son mouchoir parfumé. Elle décrit les courtisans qui marchent en respirant à travers des tissus imbibés d'eau de rose. Des femmes qui s'évanouissent à cause des odeurs mélangées.
parce que c'était ça le problème. Ce n'était pas juste l'odeur des excréments, c'était le mélange, l'urine ancienne, les parfums trop forts, la transpiration, les ordures, les relents de cuisine. Tout se combinait pour créer une atmosphère suffocante. En été, c'était l'horreur absolue. La chaleur amplifiait tout. Les mouches envahissaient le palais. Le cas est tort. Elles s'opposaient sur les courtisans, sur la nourriture, sur les visages. Il existe des témoignages de banquets où les convives devaient chasser les mouches constamment, où certains plats étaient déjà couverts d'insectes avant même d'être servis. Mais personne ne se plaignait, pas ouvertement. Parce que se plaindre, c'était critiquer le roi, critiquer ses choix, suggérer que Versailles n'était pas parfait. Et ça, c'était impossible. Alors, il souffrait en silence. Il trouvait des solutions individuelles. Il s'adaptait. Certains nobles limitaient leur consommation de liquide. Ils buvaient moins pour avoir moins besoin d'uriner. Ils évitaient certains aliments. Ils planifiaient leur journée en fonction de l'emplacement des rares toilettes disponibles. D'autres avaient des arrangements secrets. Ils payaient des domestiques pour leur réserver l'accès à une chaise percée dans un recoin précis. Ils négociaient avec les employés du palais pour avoir un endroit à peu près propre. C'était un commerce souterrain, discret, mais réel. Et puis, il y avait ceux qui profitaient du système. Parce que oui, certains courtisans utilisaient cette situation à leur avantage. Ils se postaient près des rares toilettes décentes. Ils contrôlaient l'accès. Ils accordaient des faveurs. Imaginez la scène. Un noble important a besoin d'uriner de toute urgence. Un courtisan, moins important, connaît un endroit. Il peut vous y conduire. Mais en échange, il veut quelque chose. Une recommandation, une introduction, un mot glissé au bon moment. À Versailles, tout était transaction, même la merde. Mais est-ce que quelqu'un a essayé de changer vraiment les choses ? Est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire que cette situation était inacceptable ? Oui. Une personne, une seule, Madame de Maintenon, la seconde épouse de Louis XIV. Enfin, pas vraiment son épouse officiellement. Leur mariage était secret. Mais elle vivait avec lui. Elle partageait sa vie intime. Elle avait une influence énorme. Et elle détestait Versailles. Elle trouvait le palais invivable. Elle se plaignait constamment de l'odeur, du bruit, de l'inconfort. Elle a supplié Louis XIV de construire de vraies toilettes, d'installer des systèmes d'évacuation, de nettoyer correctement. Elle a insisté pendant des années. Le roi l'a écoutée. Un peu. Il a fait installer quelques toilettes supplémentaires. Il a ordonné des nettoyages plus réguliers dans certaines zones. Il a fait aménager des appartements plus confortables pour elle, à l'écart du tumulte de la cour, mais fondamentalement rien n'a changé. Parce que changer vraiment aurait nécessité de repenser tout le système, de reconnaître que Versailles était mal conçu, d'admettre que le roi avait fait des erreurs. Et ça, Louis XIV ne pouvait pas le faire. Son orgueil l'en empêchait. Son image l'en empêchait. Son pouvoir reposait sur l'idée qu'il était infaillible, qu'il avait créé la perfection, formant de nom avec ce rebage et semblerie dans le mandateur, qu'il incarnait la grandeur absolue. Alors Versailles est resté sale, puant, invivable. Et cette situation a duré bien après Louis XIV. Son arrière-petit-fils Louis XV a vécu dans les mêmes conditions. Il a ajouté quelques commodités, quelques toilettes supplémentaires dans certains appartements. Mais globalement, le problème persistait. Il a fallu attendre Louis XVI pour voir de vrais changements. Pas parce qu'il était plus sensible à l'hygiène, mais parce que les idées évoluaient. Les Lumières commençaient à transformer la société. Des médecins publiaient des traités sur l'importance de la propreté. Des architectes proposaient de nouvelles façons de concevoir les bâtiments. 12 heures a fait installer de vraies toilettes dans plusieurs parties du château. Il a créé un système de ventilation dans certaines zones. Il a recruté plus d'employés pour le nettoyage, mais même lui n'a pas résolu complètement le problème. Parce qu'à ce moment-là, c'était trop tard. Versailles était devenu le symbole d'un ancien monde, un monde de privilèges absurdes, de gaspillage, d'inégalités insupportables. Un monde où les nobles vivaient dans le luxe et la saleté, pendant que le peuple crevait de faim. Et en 1789, tout s'est effondré. La Révolution a chassé la famille royale. Elle a vidé le palais.
Elle a mis fin à ce système qui durait depuis plus d'un siècle. Et vous savez ce que les révolutionnaires ont trouvé quand ils ont envahi Versailles? Quand ils ont parcouru ces galeries abandonnées? Des montagnes d'ordures, des couloirs couverts d'excréments séchés, des salons magnifiques envahis par la crasse, des années d'accumulation, des décennies de saleté que personne n'avait jamais vraiment nettoyées. Les révolutionnaires ont été choqués. Ils s'attendaient à trouver de l'or, des trésors, des richesses accumulées. Et ils ont trouvé ça aussi. Mais ils ont surtout trouvé la vérité derrière la façade. Le plus beau palais du monde était pourri de l'intérieur. Les témoignages de l'époque parlent d'une puanteur insupportable dans les parties abandonnées du château, d'escaliers inutilisables tellement ils étaient sales, de pièces entières condamnées parce que l'odeur était trop forte. Certains révolutionnaires ont voulu tout brûler, détruire ce symbole de la monarchie. Mais d'autres ont insisté pour le préserver, pour le transformer en musée, pour que le peuple puisse voir comment vivaient vraiment ces nobles qui prétendaient être supérieurs, et c'est exactement ce qui s'est passé. Versailles est devenu un musée, un monument, un lieu où l'on vient admirer le passé, mais un passé nettoyé, purifié, où toutes les traces de cette réalité répugnante ont été effacées. Aujourd'hui, quand vous visitez Versailles, vous voyez des parquets cirés, des miroirs étincelants, des dorures brillantes. Tout est propre, impeccable, magnifique. Les guides vous parlent des bals somptueux ou des fêtes grandioses, de la vie raffinée de la cour. Ils vous montrent la chambre du roi, la galerie des glaces, les jardins à la française. Mais ils ne vous parlent pas de l'odeur. Ils ne vous expliquent pas que ces escaliers servaient de toilettes publiques, que ces rideaux cachaient des traces d'urine, que ces salons magnifiques sentaient la merde. Parce que cette vérité gâcherait l'image. Elle détruirait le mythe. Elle montrerait que cette époque de grandeur était aussi une époque de crasse. Et c'est là que se trouve la leçon la plus importante de cette histoire. Versailles nous apprend quelque chose de fondamental sur le pouvoir, sur l'apparence, sur la différence entre ce qu'on montre et ce qu'on cache. Louis XIV a construit le palais le plus impressionnant du monde. Il a créé un spectacle permanent. Il a mis en scène sa propre grandeur. Il a obligé toute la noblesse de France à participer à cette comédie, à jouer ce rôle, à prétendre que tout était parfait. Mais derrière cette façade dorée, il y avait la réalité. Une réalité faite de corps qui puent, de besoins naturels qu'on ne peut pas contrôler, de saleté qu'on ne peut pas vraiment cacher. Le roi Soleil voulait être un dieu, mais il restait un homme qui devait uriner comme tout le monde, qui sentait mauvais comme tout le monde, qui vieillissait comme tout le monde. Et tous ces courtisans qui se battaient pour être près de lui, qui passaient leur journée à attendre son regard, qui sacrifiaient leur confort et leur dignité pour un sourire du roi, ils étaient prisonniers d'une illusion. Ils vivaient dans un palais magnifique qui était en réalité une cage puante. Voilà pourquoi cette histoire est importante, pas juste parce qu'elle est choquante. Pas juste parce qu'elle révèle des détails répugnants sur le passé, mais parce qu'elle nous montre comment le pouvoir fonctionne vraiment. Comment on construit des mythes. Comment on crée des apparences. Et surtout, comment ces apparences peuvent masquer des réalités absolument opposées. Versailles était censé incarner la perfection française, la civilisation suprême, le raffinement absolu. Et pendant plus d'un siècle, tout le monde a fait semblant d'y croire. Les nobles qui y vivaient, les visiteurs qui venaient de toute l'Europe, les artistes qui le célébraient dans leurs œuvres. Mais la vérité, c'est que ce palais était construit sur un mensonge tellement énorme que personne n'osait le dénoncer, parce que dénoncer ce mensonge aurait détruit tout le système. Alors ils ont continué, jour après jour, année après année, génération après génération. Ils ont uriné derrière les rideaux, ils ont jeté leurs excréments par les fenêtres, ils ont marché dans la merde en portant des chaussures à talons rouges, et ils ont appelé ça la civilisation. Aujourd'hui, quand nous regardons cette époque, nous sommes fascinés. Nous admirons les robes, les perruques, l'architecture, la musique. Nous rêvons de cette France glorieuse, de cette cour brillante. Mais nous oublions la réalité. Nous oublions que cette splendeur cachait une horreur quotidienne, que ces gens magnifiques vivaient dans des conditions que nous ne supporterions pas une seule journée. Et peut-être que c'est ça, la vraie leçon de Versailles.
que derrière chaque image de perfection se cache une réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus sale, beaucoup plus humaine. Que le pouvoir et la grandeur ont toujours un prix qu'on ne voit pas sur les tableaux, qu'on ne raconte pas dans les livres d'histoire, mais qui existait, qui était réel, qui affectait des milliers de vies. La prochaine fois que vous verrez une image de Versailles, que vous admirerez une peinture de la cour de Louis XIV, que vous écouterez de la musique baroque, souvenez-vous de cette vérité. Souvenez-vous qu'au même moment, quelqu'un urinait derrière un rideau, que l'odeur était insupportable, que le plus beau palais du monde puait la merde. Parce que c'est ça l'histoire vraie. Pas celle des livres, pas celle des films, mais celle des corps, des odeurs, des besoins qu'on ne peut pas nier. L'histoire de l'humanité dans toute sa splendeur et dans toute sa crasse.